Ah, la mondialisation. C'est un de ces mots qu'on entend partout. On a l'impression de savoir exactement ce que ça veut dire, mais vous allez le voir, l'histoire qui se cache derrière est beaucoup plus complexe et surprenante qu'on ne le pense. Allez, on plonge dedans ensemble. Alors si je dis mondialisation, la première image qui vient en tête, c'est souvent celle-ci, pas vrai? D'immenses porte-containers qui sillonnent les océans. Des produits fabriqués à l'autre bout de la planète qui arrivent directement chez nous. C'est ça le visage le plus visible, le plus matériel de notre monde globalisé. Et puis bien sûr, il y a la technologie. Internet, forcément. Ça a complètement changé la donne. Ça a comme effacé les distances. Aujourd'hui, on peut travailler, discuter, partager des infos avec quelqu'un à des milliers de kilomètres en une fraction de seconde. C'est presque comme si cette personne était juste à côté. Et pour compléter le tableau, il y a ça, les marques. Les mêmes enseignes, les mêmes produits qu'on retrouve à Paris, à New York, à Tokyo. C'est l'illustration parfaite du marché mondial unique, de la circulation non seulement des biens, mais aussi du capital et même d'une certaine culture. Voilà. En gros, c'est ça l'image d'Épinal de la mondialisation. Bon, tout ça, c'est vrai, bien sûr. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Est-ce qu'en regardant seulement ça, on ne passe pas à côté de l'essentiel? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. Accrochez-vous, on remonte le temps. Première chose à comprendre, et c'est fondamental. La mondialisation, ce n'est pas juste un fait, une sorte de force naturelle inévitable. Non, c'est avant tout un récit. Ou pour être plus précis, plusieurs récits qui s'opposent, qui luttent pour imposer leur vision du monde. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a toujours été comme ça. L'idée même de mondialisation a toujours été un terrain de débat, un véritable champ de bataille idéologique. Regardez, on a par exemple le discours du banquier pour qui c'est synonyme d'enrichissement pour tous. À l'opposé, on a le point de vue social-démocrate qui s'inquiète, qui craint que ça ne détruise des protections sociales. Et puis il y a ceux qui célèbrent le métissage culturel, la danse des flux, et d'autres qui au contraire dénoncent une uniformisation, un appauvrissement culturel. Vous voyez, il n'y a jamais eu un consensus, c'est une compétition permanente de récits. Alors pour vraiment saisir d'où viennent ces tensions, il faut aller chercher beaucoup plus loin que les années 80. On va devoir creuser pour trouver les véritables racines de notre monde interconnecté. Et voilà, cette chronologie, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. L'histoire qu'on nous raconte commence souvent dans les années 80, avec le néolibéralisme. Mais en fait, non. Les véritables origines, elles remontent à plus de 500 ans. Ça commence avec ce qu'on a appelé les grandes découvertes, qui étaient en réalité le début de l'expansion coloniale européenne. Ça se poursuit avec la mise en place du commerce triangulaire, une économie basée sur la violence. Puis, la révolution industrielle vient tout accélérer, avant seulement d'arriver à la phase plus récente des années 80. Et il faut être très clair, cette première mise en connexion du monde a eu un coût humain absolument terrifiant. Ce chiffre, 95%, c'est l'estimation du massacre des populations autochtones des Amériques suite à l'arrivée des Européens. C'est vertigineux. Et c'est sur cette base-là qu'une partie de cette première mondialisation s'est bâtie. Le mécanisme de cette économie, c'était le commerce triangulaire. Et attention, ce n'était pas juste du commerce. C'était la construction d'un système. D'un côté, l'Europe qui amenait des produits manufacturés. En Afrique, ces produits étaient échangés contre des êtres humains, réduits en esclavage. Des millions de personnes, transportées de force vers les Amériques pour y travailler dans des conditions inhumaines. Et enfin, les matières premières produites là-bas, comme le sucre ou le coton, repartaient vers l'Europe. C'est la naissance d'une division du travail à l'échelle mondiale, qui a très clairement profité à certains au détriment des autres. Cette organisation, le sociologue Immanuel Wallerstein lui a donné un nom, le système monde. C'est une idée très puissante. En gros, il décrit une économie mondiale organisée avec un centre, les pays riches et puissants, et une périphérie exploitée pour ses ressources et sa main-d'œuvre. Et ce qui est fou, c'est que cette structure, mise en place il y a des siècles, elle pèse encore énormément sur les inégalités qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, on va aborder un mythe tenace, l'idée que face à la mondialisation, les États seraient devenus impuissants, dépassés. On entend ça partout. Sauf que l'histoire nous montre l'exact opposé. Les États n'ont pas subi la mondialisation, non. Ils l'ont construite. Ce sont eux, les architectes. Prenons deux moments clés. D'abord, l'époque mercantiliste, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Là, les États européens utilisaient toute leur puissance, y compris militaire, pour protéger leur marché, créer des monopoles et s'enrichir. C'était du protectionnisme pur et dur. Puis, changement de décor au XIXe siècle. La Grande-Bretagne est au sommet de sa puissance industrielle. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle promeut activement le libre-échange. Pourquoi? Parce que ça servait ses intérêts. Dans les deux cas, on voit bien que le marché n'a rien de naturel. Il est le résultat de choix politiques imposés par les États les plus puissants. Et ça nous amène aux années 80 et à cette phrase devenue célèbre. « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. C'est la phrase de Margaret Thatcher. Et elle résume parfaitement toute l'idéologie de l'époque. Faire croire que cette nouvelle phase de mondialisation, la mondialisation financière, n'était pas un choix, mais une fatalité. Une sorte d'évolution naturelle de l'économie à laquelle on ne pouvait rien. Sauf que, bien sûr que si.
C'était un choix. C'était même un programme politique très précis, le fameux manuel néolibéral. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des privatisations en masse, des coupes budgétaires sévères, la déréglementation de la finance, l'affaiblissement des syndicats. Tout ça, ce ne sont pas des phénomènes qui sont arrivés par magie, ce sont des décisions politiques prises délibérément par des gouvernements. Et voilà le point vraiment central à retenir. L'État n'a pas reculé, il ne s'est pas effacé. Il s'est transformé. Son rôle a changé. Il n'est plus là pour protéger, mais pour organiser la compétition. Sa mission, c'est de s'assurer que les règles du marché s'appliquent partout et à tout le monde. Bon, on a parlé de grande histoire, de politique, d'économie, mais la mondialisation, ce n'est pas juste un concept abstrait. Ça se passe dans des endroits bien réels, et ça a un impact direct sur la vie des gens. C'est ce que la sociologue Saskia Sassen a brillamment montré avec son concept de ville globale. Des villes comme Londres, New York, Tokyo, ce sont devenus les véritables postes de commandement de l'économie mondiale. C'est là, physiquement, que se trouvent les sièges des banques, les cabinets d'avocats d'affaires, les consultants, bref, tout le cerveau qui fait tourner la machine de la finance mondiale. Ces villes sont souvent plus connectées entre elles qu'avec leur propre pays. Et cette connexion mondiale, on la retrouve parfois dans les objets les plus simples, les plus quotidiens. Prenez une simple boîte de conserve. C'est une histoire incroyable. Pour la fabriquer, il faut de l'étain. L'exploitation de l'étain en Malaisie est directement liée à la fondation d'une ville comme Kuala Lumpur. Et de l'autre côté du monde, en France, le développement des conserveries, en Bretagne notamment, a créé des milliers d'emplois pour les femmes. On se rend compte, dans cet objet si banal, il y a toute une histoire de connexion mondiale, de travail et de destin qui se croisent. Alors, si on devait résumer, quelle est la grande leçon de tout ça? Eh bien, la première chose, c'est de sortir de l'idée que la mondialisation est une sorte de phénomène naturel, comme la pluie ou le vent. Non, ce n'est pas une force neutre qui arrive, comme ça, par hasard. En fait, c'est le résultat d'une très longue histoire qui s'étend sur 500 ans. Une histoire remplie de choix politiques, de luttes de pouvoir, de conflits. C'est une histoire façonnée par des visions du monde qui se sont affrontées et qui continuent de s'affronter aujourd'hui. Et du coup, ça nous laisse avec une question essentielle. Si la mondialisation n'est pas une fatalité, si c'est une histoire en train de s'écrire, alors la vraie question c'est qui va écrire le prochain chapitre? À quoi ressemblera le monde de demain? C'est une question ouverte et elle nous concerne tous. Merci de nous avoir suivis.